Putain, je l'aime, c'est horrible comment je l'aime, j'ai envie de la bouffer à longueur de journée. Vous faites ça vous aussi avec votre animal là, comme ça là? Je le fais pas mal, hein, je vous rassure. Mais je sais pas pourquoi je parle comme ça, enfin bref. On se retrouve pour ouvrir une nouvelle case ensemble de mon calendrier de l'Avent pour Noël. Donc c'est parti, on va voir main innocente. Oh bah tu tousses ma chérie. Paillettes de partout, j'espère que je te fous pas des paillettes. Alors, ma vie amoureuse. Alors ma vie amoureuse, elle se raconte en 3 chapitres. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai eu 3 longues relations et je suis en cours de ma 3e longue relation et j'espère d'ailleurs que ce sera la dernière. Je pense que ce sera la dernière parce que je pense être tombé, non c'est même pas je pense, mais si en fait je pense parce qu'on n'est jamais sûr de rien, mais je pense être tombé sur le bon. En tout cas celui qui me fait du bien, celui qui me fait vibrer, celui qui me comprend, celui qui m'accepte comme je suis, celui avec lequel je n'ai jamais été autant moi-même. Voilà, parce qu'en fait j'ai beaucoup joué un rôle dans mes relations par peur de décevoir, par peur de ne pas plaire. Je pense que j'ai beaucoup voulu être ce qu'attendait mon partenaire de moi au lieu d'être ce que j'étais vraiment, ou alors peut-être que c'était moi qui avais peur dans le passé de montrer qui j'étais vraiment, peut-être que je me sentais pas assez bien dans mes baskets aussi pour montrer qui j'étais vraiment, je sais pas. Mais le fait est que ce parcours amoureux, il se fait en 3 étapes. Il est pas forcément tout le temps heureux parce que ma première histoire d'amour, alors déjà c'était ma première histoire d'amour tout court, mon premier vrai copain, parce que j'avais pas eu véritablement de copine ou de copain avant mes 17 ans et demi. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur ma sexualité, c'est parce que forcément quand t'es gay, que tu le refoules, que t'as peur de le dire, bah t'arrives pas à avoir des petites copines à l'école ou alors tu te forces mais c'est rien de sérieux. Donc moi ma vraie relation, j'ai eu ma première vraie relation à 17 ans et demi. Je sais pas si je suis prêt en fait pour parler de tout ça. Franchement, je sais même, parce que j'ai rien prévu, je me suis dit que j'allais parler comme ça face caméra avec vous, parce qu'elle a été très douloureuse, parce que l'issue en fait est pas belle de cette relation. Et puis ça m'a marqué, je sais même pas si je vais pouvoir tout vous dire, mais je vais essayer d'en dire un maximum. Ça m'a marqué parce que c'était ma première relation. J'avais 17 ans et demi, lui il avait 24 ans, donc c'est plus âgé déjà. Quand t'as 17 ans et demi, l'autre il a 24. Donc je découvrais tout, j'ai tout découvert avec ce garçon. Donc je suis tombé amoureux de ce garçon dès le premier jour. Je me souviens, je l'avais rencontré en boîte de nuit. Je sortais dans une boîte qui s'appelait la Villa Rouge à Montpellier, qui était une boîte gay. Et avec mes meilleures amies, Zelda et Rita, c'était pour nous le temple de la nuit. C'était quelque part le lieu dans lequel on avait l'impression qu'on pouvait être nous-mêmes, dans lequel on ne se sentait pas jugé. Et on prenait plaisir à sortir là-bas et j'ai rencontré ce garçon. Et avec lui, j'ai découvert beaucoup sur moi. J'ai découvert la sexualité avec lui. Bon, j'avais fait 2-3 petites expériences avant, mais c'était vraiment des trucs d'adolescent, quoi. J'étais pas allé bien loin. J'ai découvert l'amour, parce que je pensais que j'étais amoureux. J'ai découvert la vie de couple avec lui, puisqu'on a vécu ensemble. J'ai découvert la jalousie avec lui. J'ai découvert les premières ruptures avec lui. J'ai découvert de pleurer pour quelqu'un qu'on aime aussi avec lui. J'ai fait mon emménagement à Paris avec lui. Il m'avait suivi pour que je puisse intégrer le cours Florent. Cette relation, elle a duré 2 ans et demi, mais c'était une relation conflictuelle. C'était une personne qui sortait beaucoup en boîte de nuit. C'était une personne qui aimait les artifices. C'était une personne qui avait un gros mal-être, je pense, intérieur, et qui exprimait son mal-être et qui se faisait du bien dans la drogue. Ça, je l'ai appris après, une fois que j'étais tombé amoureux. Mais une fois que t'es amoureux, c'est trop tard, comme on dit. Tu deviens aveugle. Tu aimes la personne et tu te dis que tu vas la changer, que tu vas pouvoir changer cette personne de ses mauvaises habitudes parce que tu sais que c'est pas bien. Mais j'acceptais qu'il le fasse parce que j'avais pas trop le choix et parce que j'étais jeune et parce que je ne pouvais pas le changer. C'était sur la fin de notre relation, ça n'allait plus, à cause de ça en partie. On s'est séparés. Quelqu'un de très bien, avec une très belle éducation, attention, mais qui s'est laissé aller, qui a eu des mauvaises fréquentations et qui s'est laissé aller peut-être à la facilité, mais peut-être que ce monde euphorique lui faisait du bien, je sais pas. Donc on s'est séparés, je me suis pris un petit studio tout seul à Paris, je continuais mes études, et un jour je suis parti en vacances à Montpellier, j'ai rencontré la seconde personne, le second mec avec qui je suis resté pendant 5 ans en couple. Je l'ai rencontré, je devais être célibataire depuis 2 mois et je suis tombé fou amoureux de lui aussi. Et au bout de 2 mois, je me souviens, en fait, lui, il habitait à Montpellier, il habitait pas à Paris, il venait me voir de temps en temps. Moi, un coup, j'allais à Montpellier un week-end, un coup, il venait un week-end me voir à Paris puisque j'étais étudiant. Et un jour, je sors la chienne, je sors Chanel, il était dans mon studio, je rentre et je le vois décomposer, comme s'il voulait me dire quelque chose mais qu'il savait pas comment me l'apprendre. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, écoute,
Le téléphone fixe a sonné, plusieurs fois, j'osais pas répondre parce qu'il avait jamais rencontré ma famille ni rien, ça faisait que 2 mois que j'étais ensemble, c'était le début de la relation. Et il me dit j'ai répondu, en pensant que c'était pour moi pour du boulot, et en fait c'est ta mère, donc c'est la première fois qu'il a parlé à ma mère au téléphone, et ma mère lui a appris que, enfin elle venait d'apprendre que mon ex, donc j'étais séparé depuis 2-3 mois, était mort d'une overdose dans une boîte de nuit à Paris. Parce que sur la fin de notre relation, ça allait mieux, j'avais l'impression de l'avoir sorti un petit peu de toutes ces choses négatives, de toutes ces choses malsaines, mais je me suis rendu compte qu'en fait, à peine j'avais le dos tourné, il était retourné dedans. Et ça l'aura tué. Et ça, c'est une relation qui m'aura marqué pour tout ça, parce que ça a été ma première relation, ça a été la première découverte de l'amour pour moi. Et quand à 20 ans, tu découvres que la personne que tu as aimée, avec qui tu es resté presque 3 ans et demi, c'est beaucoup 3 ans quand on a 19-20 ans, est décédée d'une overdose. Je crois qu'il avait pris beaucoup de cocaïne et un mélange avec des cachets. Je crois qu'il n'avait pas dormi depuis plusieurs jours. Bah, tu t'en veux parce que tu te dis que que peut-être si t'étais resté avec, t'aurais pu faire quelque chose. Mais en fait, au final, maintenant que ça fait très longtemps que c'est passé, je me dis, je pense pas. La preuve en est, ça nous a conduit à la rupture. Il ne changeait pas. Tu t'en veux et tu culpabilises, t'es triste, c'est très bizarre. Et puis, ça t'arrive. En plus, tu viens de rencontrer quelqu'un. Donc, c'était très délicat et ça a été très dur pour moi d'évoluer dans mes relations amoureuses avec ce drame qui venait de m'arriver. C'est-à-dire que même si on n'était plus ensemble, c'était quand même la personne que j'avais aimée. C'est la personne que j'avais regardée dans les yeux, à qui j'avais dit je t'aime. C'est la personne qui m'avait appris plein de choses sur ma sexualité. C'est la personne qui m'avait aidé à m'accepter comme j'étais. Et quand on m'a appris qu'il est parti, en plus pour des bêtises pareilles, pour des prises de drogue, j'étais effondré. Mais intérieurement. Et je me souviens, ça je l'ai jamais dit à personne. Mais pendant 2-3 ans, je suis allé exprès, je prenais le métro, j'allais dans le 17e arrondissement à Porte de Champéret. Et je regardais le balcon, on était au 5e étage. Je regardais le balcon et je repensais, j'ai eu pendant plusieurs années comme besoin de faire un deuil. C'est très bizarre, j'ai beaucoup refoulé son départ. Je ne suis pas allé à l'enterrement. Parce que j'avais peur de ne pas pouvoir faire face, j'avais peur que ça me fasse. Je sais pas pourquoi, je pense que dans ces moments-là, il faut pas s'auto-juger, on réagit comme on réagit, il n'y a pas besoin d'aller à un enterrement pour avoir une personne dans le cœur. Et ce qui est très bizarre, c'est que des années après, quand il m'arrive des choses où je suis, par exemple, très triste, il m'arrive de lui parler. C'est très bizarre. Je sais pas pourquoi. Je lui parle. C'est dur pour moi d'en parler parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup refoulé. J'ai voulu faire, je pense, pendant un moment comme si ça n'avait jamais existé. Je sais pas si vous pouvez imaginer en racontant, mais à vivre à 20 ans, c'est très dur de perdre la personne que t'as aimée, même si t'es plus avec. Ça, je pense que ça m'est arrivé jeune, ça m'est arrivé tôt. Et puis je peux pas tout dire aussi, mais c'était pas une histoire très propre. C'était pas très propre, c'était très malsain, non, c'était, je peux pas tout raconter, mais c'était une histoire malsaine. Voilà. Et donc, j'étais avec cette personne que j'ai rencontrée. Je suis resté 5 ans avec lui. On a déménagé à plusieurs reprises. On a déménagé, je crois, 3 fois. J'étais fou amoureux de lui. C'est simple pour moi, quand je l'ai croisé la première fois, quand nos regards se sont croisés en boîte de nuit, je m'en souviendrai toujours. J'étais assis sur le bar, je le regardais, je me disais, mais qu'est-ce qu'il est beau! Je le trouvais tellement beau. C'était le sosie de Robbie Williams, le chanteur, mais Robbie Williams à sa grande époque. Quand il était beau, quand il sortait des Take That, qui commençait sa carrière en solo avec la mâchoire carrée, les yeux clairs, bruns, une bombe. Et je me disais, mais il vient me voir, il commence à me draguer, il me donne son numéro. Et je me disais, mais comment je peux lui plaire? Je le trouvais tellement parfait, tellement beau, que je me disais, mais c'est pas possible. Si je sors avec lui, mon Dieu, c'est un truc de ouf. Et je suis tombé, ah oui, je me souviens de cette anecdote. J'avais rendez-vous, donc on s'était croisés en boîte de nuit et on avait échangé nos numéros, on avait échangé par texto et on s'était dit qu'on allait se donner rendez-vous à une fontaine à Montpellier, à Place de la Préfecture.
Et moi, je lui dis, bah par contre, ça te gêne pas si on se donne rendez-vous pour boire un verre on s'était pas vu à part la boîte de nuit. Hein. Je lui ai dit, ça te gêne pas si on se donne rendez-vous vers 22h30 parce qu'avant, vers 20h30, 21h, j'ai dîné au resto avec une copine à moi. Une copine qui s'appelle Eva, c'était une copine qui était avec moi au lycée. Et on va au resto, le resto s'appelait le Vieux Four, c'était à l'Écusson à Montpellier. On va y manger. Moi, j'étais tout excité, je m'étais bien préparé et je parlais à Eva, j'étais stressé, je lui racontais, je lui dis alors, je vais le voir après, machin, putain, je suis trop impressionné. Imagine, parce qu'on s'est vu que dans le noir là-bas, imagine on se plaît pas ou imagine tu plais pas ou inversement, machin, nan. Donc, là, on parlait et comme par hasard, au bout d'une demi-heure qu'on est au resto, je le vois rentrer dans le même resto. Il savait pas, j'avais pas dit où j'allais avec 2 amis à lui. Mais la gêne totale parce qu'on a rendez-vous à 22h30. Il rentre. Je savais pas s'il m'avait vu. Donc on fait comme si on se voit pas. Je fais tout le long du repas avec ma copine Eva comme si je l'avais pas vu. Le serveur les met la table juste derrière. Donc il me voyait. Tout le long du repas, je fais comme si je ne l'avais pas vu, lui pareil, j'étais mal, mais comme jamais, putain, il fallait le faire quand même pour qu'on se retrouve dans le même resto, alors qu'on a rendez-vous à 22h30. Et là, je vois l'heure qui tourne, 22h30, 23h15, on avait rendez-vous depuis 3/4 d'heure, 1 heure, je n'arrivais pas à me lever, je me dis, mais non, il va me reconnaître, j'ai peur, je n'osais pas me lever. Donc je le laisse se lever, je me dis, mais on est en retard et pourtant on s'envoie pas de message, donc est-ce qu'il a compris que c'était moi? Tu vois, tu te poses 36 000 questions. Il sort et au bout de 10 minutes, il m'envoie un texto, il me dit, je crois que nous étions dans le même resto. Et je lui réponds, je crois, moi aussi que nous étions dans le même resto. Je le retrouve à La Fontaine, on en rigole parce que forcément c'est une anecdote qui a brisé un petit peu la glace de la première rencontre, quelque part, du premier date. Et puis je crois qu'on est tombés amoureux tous les deux. Bah alors moi j'avais 19 ans et demi, lui en avait 10 de plus, donc presque 30. Il habitait à Montpellier et puis on venait se voir tous les week-ends comme je vous l'expliquais, mais on s'aimait tellement qu'il est venu vivre à Paris. Et moi j'ai été fou amoureux de lui pendant 2 ans et demi, 3 ans. Ça a duré 5 ans. Les 2 dernières années étaient compliquées. L'amour partait, je vous expliquerai pourquoi. Mais les 2 premières années, j'étais trop amoureux. C'était trop. J'étais d'une jalousie maladive, mais quand je vous dis jaloux, j'ai fait des trucs dont je suis pas fier, hein, mais que je fais plus aujourd'hui. Mais alors, non, mais vraiment, c'était trop. Je n'arrivais même plus à suivre mes cours au cours Florent. Le fait de le quitter 2 heures me rendait mal. J'avais peur qu'il me trompe. J'ai toujours eu des peurs, en fait, moi, dans ma vie, comme ça. Hein. J'avais peur qu'il me trompe, j'avais peur qu'il m'aime pas, j'avais peur que je lui plaise plus. Mais j'avais 20 ans en même temps. Je me posais 36 000 questions. Et puis, je lui montrais cette jalousie. Je fouillais. Je lui disais, c'est qui? Et c'est quoi ce texto? Et c'est quoi ce mail? Et j'ai fait des trucs de fou. Je me souviens, il venait de prendre un job pour une grande multinationale et ça faisait 1 semaine qu'il y travaillait. Sa collègue de travail l'avait invité à une crémaillère. Nous, on venait d'emménager dans notre appartement rue de la Roquette dans le 11e depuis quelques semaines. Il m'a dit, je vais aller à cette crémaillère. Ça me rendait malade parce que je me disais, il va y avoir des mecs à cette crémaillère. Et s'il rencontre quelqu'un qui a son âge, avec qui il est moins gamin que moi, il tombe amoureux, j'avais cette peur. Et en cachette, j'avais chopé le numéro de cette collègue de travail que je ne connaissais pas. Il le savait pas. Il était allé, il devait rentrer à minuit. Minuit et quart, minuit et demi, minuit 45, aucune nouvelle. J'appelle sur son portable, texto, il ne me répond pas. J'étais dans tous mes états. 1h du matin, je décide de passer à l'attaque. Je prends mon téléphone, j'appelle, je tombe sur la collègue de travail. Oui, bonjour, j'entends que c'est la fête. Je fais oui, bonjour, serait-il possible de parler à la fête, s'il vous plaît? Donc étonné, elle me fait oui, qui dois-je annoncer? Je lui dis bah son copain. Je la connaissais pas. Il décroche, il fait mais où t'as eu le numéro? Je lui dis écoute-moi bien, je te préviens, ne raccroche pas. Parce que si tu raccroches, je harcèle et ta collègue de travail, je la harcèle. Donc écoute-moi bien, il est 1h du matin, tu es où? Tu fais quoi? Tu me trompes? C'est pas normal, que se passe-t-il? Voilà ce que je faisais. Je lui ai fait une vie invivable pendant 2 ans, c'était terrible. Je suis allé voir même un psy, hein. Je m'en souviens, je suis allé voir un psy pour savoir d'où ça venait, tout ça. Je savais pas pourquoi j'étais si jaloux, pourquoi j'avais tant peur qu'il me quitte, pourquoi j'avais tant peur qu'il ne m'aime plus. J'allais à l'époque, c'était numéro à l'envers, machin. Donc je tapais tous les numéros qu'il recevait dans son téléphone. Je tapais et je cherchais l'identité des personnes. Donc dans les numéros, ça me donnait l'identité, mais après il fallait que je fasse une enquête de savoir, mais qui est et si c'était malheur que ce soit un mec, mais qui est cette personne? Et je faisais mes enquêtes. J'ai fait de ces trucs. Il chattait avec quelqu'un parce qu'il était fan des chats, il adorait les chats, il avait la passion des chats. Et il discutait à l'époque, c'était on dirait que je parle des années 40. À l'époque, c'était MSN Messenger. Il chattait avec un éleveur qui avait un chat, donc Scottish Fold, exactement comme il voulait. Pour ceux qui connaissent les chats, ils connaîtront. Voilà, c'est un chat trop mignon avec les oreilles qui tombent. Et il s'était lié d'amitié avec ce mec qui habitait je sais pas où, vers la Normandie. Et comme par hasard, avec la chance que j'ai, il fallait que mon copain tombe sur un éleveur de chats qui était gay et qui en plus était mignon. Et dans sa tranche d'âge, j'étais dégoûté. Donc à distance, j'avais réussi à pirater son Messenger parce qu'il fallait répondre à la question secrète. Et c'était dans quelle ville est née ma mère, j'avais fait toutes les villes de France et de Navarre, j'avais fini par trouver. Et à chaque fois qu'il discutait, qu'il se connectait, je changeais son mot de passe, je le déconnectais. Mon copain me disait, je comprends pas, il a tout le temps des problèmes, ça fait que se déconnecter. Et moi dans ma tête, j'étais tellement
content et fier de ce que j'étais en train de faire. À l'époque, dans ma tête, je voyais juste le fait que je les empêchais de discuter. Alors là, je vous raconte tout, mais alors je suis transparent, je parle comme à ma meilleure amie. Je suis pas fier de tout ça, mais tout ça pour dire que c'est vrai que le pauvre, franchement, j'ai été extrêmement jaloux. Je lui ai fait vraiment une vie pas cool pendant 2 ans. Et je peux comprendre qu'après, il se soit éloigné, c'est-à-dire qu'on se disputait beaucoup, il y a eu un éloignement, il m'a quitté, on s'est remis ensemble, on s'est quitté, on s'est remis ensemble, on s'est requitté, on s'est remis ensemble. Et le problème, c'est que quand une relation, elle commence à tourner comme ça, c'est pas bon. C'est parce qu'il y a quitter et se remettre, et il y a vraiment quitter et se remettre. Il y a des fois où ça va loin. Là, ça commençait à aller trop loin. Et un jour, il m'a quitté, il a pris son appartement, il a changé d'appartement. Je l'avais accepté parce que je me rendais compte que je ne l'aimais plus. Mais j'étais attaché à lui comme un frère. Je l'aimais comme si c'était quelqu'un de ma famille. Je l'aimais vraiment. Je pleurais pour lui. J'aurais fait tout et n'importe quoi pour lui. Et je pense qu'aujourd'hui, je le ferais encore s'il se retrouvait dans la merde, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. C'est quelqu'un de bien, avant tout, surtout. Moi, je l'ai pas toujours été avec lui. Mais... Et voilà, j'ai envie de pleurer. C'est fou ça, parce qu'en fait j'en parle tellement peu de tout ça que de me rappeler de tout ça, ça me donne envie de pleurer. Allez, je continue, c'est pas grave. Et donc il m'avait quitté, il a pris un appartement, et moi un jour j'ai rencontré quelqu'un qui était plus jeune que lui, donc qui était plus dans mon âge, de qui je suis tombé amoureux. J'étais un cœur d'artichaut, je crois que je suis toujours un cœur d'artichaut. Moi, je tombe amoureux comme ça. Et quand il a su que j'avais rencontré quelqu'un, je sais pas comment il l'a su, mais il l'a su. Là, j'ai vu quelqu'un en face de moi, je l'ai vu comme je l'avais jamais vu. J'ai vu quelqu'un qui était fou amoureux de moi. J'ai vu quelqu'un qui aurait tout donné pour moi. J'ai vu tout ce que je voulais voir, tout ce que je lui reprochais, tout ce qu'il ne me donnait pas, qu'il ne me donnait plus, il me l'a donné. Et c'est vrai que j'ai été très jaloux, j'ai fait des choses mauvaises, mais c'est vrai que lui aussi de son côté, il était très pudique sur ses sentiments, il me manifestait pas beaucoup ses sentiments, et surtout quand t'es jeune, c'est dur, t'as envie que ce soit verbalisé, t'as envie d'avoir des preuves, et c'est vrai que je lui disais tout le temps tu m'aimes pas, alors c'est peut-être ça aussi, et c'est vrai qu'il a traversé des périodes difficiles aussi dans sa vie, il a fait face à un décès, il a eu des petits traumatismes certainement qui l'ont conduit à tout ça, mais je lui reprochais de pas me donner assez d'attention, je lui reprochais de ne pas me montrer qu'il m'aimait, et alors que je lui ai reproché tout ça pendant tant de temps, en fait il m'a tout donné, il voulait rattraper la situation, il voulait me reconquérir, il voulait me récupérer, mais je sentais que c'était cassé, je sentais que, comme je vous ai expliqué, je l'aimais plus amoureusement parlant, je n'avais plus d'attirance, surtout sexuelle pour lui. Mais le problème, c'est que quand on en arrive là, j'ai un peu l'impression que la situation, elle est irréversible. C'est grave quand même quand tu aimes quelqu'un, tu aimes la personne, mais quand la personne te touche et te montre qu'elle a envie de faire quelque chose, t'as pas envie. Presque ça te dégoûte. Non pas parce que la personne te dégoûte physiquement, mais parce que tu ne la vois plus comme ton bien-aimé, tu la vois plus comme ton amoureux, tu la vois comme quelqu'un de ta famille, tu la vois comme un frère, tu la vois avec les yeux d'un frère. Forcément ça bloque ça. Et ça m'a bloqué. Il se passait presque plus rien quoi. De toute façon c'était voué à l'échec. Ça se passait trop mal, et jusqu'au jour où ça se passait tellement mal, il se passait tellement plus rien, c'était plus que des disputes, que un soir il est sorti, il est rentré à 9h du matin, et j'ai découvert des choses dans le portable. J'avais compris que s'il était rentré si tard, c'était pas pour rien, et je l'ai mis dehors. Bon, il avait son appartement, mais je lui ai dit que je voulais plus le voir. Et ça s'est terminé comme ça, on s'est plus jamais donné de nouvelles, et voilà. Où tu vas, Chanel? Après, j'ai été célibataire pendant 2-3 ans, et je voulais tomber amoureux. Je voulais vraiment tomber amoureux, j'avais envie de rencontrer quelqu'un, donc je faisais beaucoup de rencontres, j'allais sur des sites de rencontres à l'époque. J'avais vraiment cette envie de rencontrer la personne qui ferait battre mon cœur, qui me ferait vibrer. Moi je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à la passion, j'ai besoin vraiment d'avoir beaucoup d'émotions, j'ai besoin de vivre les choses à 100 à l'heure, j'ai besoin de beaucoup pleurer, j'ai besoin de beaucoup rire, de beaucoup aimer, je suis très extrême. C'est un peu tout ou rien. Et donc je suis resté célibataire, j'ai fait mes rencontres, parfois j'ai cru que j'allais tomber amoureux, parfois j'ai cru que j'étais amoureux, parfois je me suis fait prendre pour un con. Et un jour, sur le fameux site de rencontre sur lequel j'allais, je discute avec une personne avec qui ça se passe bien, on commence à parler un petit peu de nous, de notre passé amoureux. Bref, le dialogue, le feeling est là, il me plaît physiquement, je lui plais physiquement. Et on papote comme ça pendant une semaine, et on décide de se voir. On se donne rendez-vous à une certaine heure, les minutes passent, 1 heure passe, il ne vient pas.
J'arrête pas d'envoyer des textos, de dire mais t'es où? Et il me dit oui, mais je suis sur l'autoroute, j'arrive, il y a des bouchons. Je me dis ok, d'accord. J'attends, au bout de 2 heures, toujours personne. Je me dis non mais là c'est du foutage de gueule. Donc comme je suis quelqu'un de très sanguin, j'avais pris mon téléphone portable, je lui fais un texto, je me suis dit ouais c'est bon. Je me suis dit là, il se fout clairement de ma gueule. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit écoute-moi bien, tu vois mon numéro, tu l'effaces, tu m'oublies, espèce de petit fantasmeur de merde, c'est terminé, ne me contacte plus. Il me donne plus de nouvelles pendant 1 semaine. Moi, j'oublie, je passe à autre chose. Et il me renvoie un message en me disant, écoute, je n'arrive pas à oublier la semaine qu'on a passée à discuter. Je n'arrive pas à t'oublier. J'ai fait une grosse bêtise. Si je ne suis pas venu, c'est parce que j'appréhendais. Tu m'as tellement plu justement que j'avais peur. J'ai eu peur. Je me suis pris de panique et je sais pas pourquoi j'ai fait tous ces mythos. Et je lui ai répondu, bah écoute, je te laisse, c'est ta dernière chance. Par contre, tu me refais une fois un sale coup. Je te promets que tu peux vraiment m'oublier. Et là, il est venu à la maison. Et coup de foudre. Coup de foudre littéralement, on a parlé toute la nuit, on n'a fait que parler de sa famille, de ma famille, de sa philosophie, de ma philosophie, de notre façon de voir les choses. On s'est embrassé aussi. Le lendemain, je l'ai invité à dîner, j'avais fait un petit repas à la maison et on s'est rendu compte qu'on se voyait, il y avait quasiment pas un jour où on se voyait pas. Et cette personne-là, c'est la personne avec qui je suis depuis 3 ans. Voilà. C'est la personne que j'aime. Je me sens bien et comme je le disais en introduction, c'est de toutes les relations que j'ai pu avoir, parce que c'est ma 3e grande relation et j'espère que ce sera la dernière celle-là. J'ai eu que 3 grandes relations dans ma vie. J'ai eu d'autres relations, mais c'était des trucs moins sérieux. Mais de ces 3 grandes relations sérieuses et de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, c'est la personne avec laquelle je peux enfin être moi-même. Et quel cadeau que de pouvoir être soi-même, de pas jouer de rôle, de ne pas faire semblant devant la personne qu'on aime. Vous savez, il y a énormément, on est beaucoup à faire semblant. Je suis sûr que peut-être toi, tu fais semblant parfois. Moi, je l'ai eu fait. Mais j'ai vraiment joué un rôle avec certaines personnes parce que j'avais peur de me dévoiler, peur de montrer qui j'étais, peur de déplaire, peur qu'on ne m'aime pas pour ce que je suis. Mais en fait, c'est une grosse erreur parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Je pense que la vie est faite de telle façon que quand on doit rencontrer quelqu'un, quand on doit rencontrer sa moitié, c'est qu'on doit la rencontrer. Alors, on est extrêmement fusionnel. Je me verrai pas passer ma vie sans lui. On se manque dès qu'on n'est pas ensemble, mais on a chacun quand même notre vie et chacun notre intimité. Et ça, je pense que c'est aussi important pour la réussite d'un couple. Je ne suis plus jaloux. Donc ça va, ou alors quand je le fais, c'est dans la déconnade avec un petit pic, et lui pareil. Mais non, je pense être tombé sur la bonne personne. Je suis tombé sur quelqu'un de bien. Je suis amoureux, voilà. Je suis toujours amoureux au bout de 3 ans. On dit que l'amour dure 3 ans. C'est quelque chose qui me faisait peur, ça, mais je pense qu'en fait, le véritable amour, il commence au bout de 3 ans, parce que c'est quand on se connaît vraiment qu'on se rend compte que c'est ça le véritable amour. Et justement que c'est plus que de la passion. Voilà. Moi, jusqu'à présent, ce qui m'a toujours animé, c'est la passion. Je vivais pour la passion amoureuse et non pas pour l'amour. Et là, j'ai vécu la passion avec lui, mais je suis dans l'amour et j'espère que cet amour-là ne partira jamais. Donc voilà, ça c'était pour mon parcours amoureux. J'espère qu'au travers de mes relations amoureuses, vous avez appris un petit peu plus à me connaître. On se donne rendez-vous demain avec, je l'adore cette petite boîte, je vais vraiment la garder, avec cette petite boîte dorée et une nouvelle case de mon calendrier de l'Avent à ouvrir. À demain!